Bienvenue dans ce nouvel épisode de Finance Horizon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les marchés financiers, le PEA ainsi que les ETF pour y comprendre un peu plus clair dans ce monde obscur qu'est la finance. Ce podcast vous est présenté par Maximilien Lefebvre et Tony Monchy. Avant de commencer, je tiens à rappeler à nos auditeurs que le podcast est publié tous les samedis à 18h, alors ne loupez pas le prochain. Et on vous demande aussi de ne pas oublier le like, le commentaire et le partage, ça nous aide énormément pour le référencement. Merci d'avance. On part du principe que vous avez regardé entièrement l'ancien épisode. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et que maintenant vous savez épargner et que vous avez un matelas de sécurité de 8-10 000 euros. Maintenant, il est temps d'investir. Et donc, pour investir, il faut déjà comprendre dans quel monde on s'aventure. Et on va commencer par Maximilien. Tu vas nous expliquer, vu que tu es un grand connaisseur, qu'est-ce que c'est le marché financier, en quoi ça consiste. Alors déjà des marchés financiers, il en existe de deux grands types. Donc on a les marchés dits OTC, donc de gré à gré, qui sont des marchés aussi dits over the counter. Ça c'est des marchés où on peut acheter des produits sur mesure. Et ça s'adresse pas forcément pour les particuliers, mais plutôt pour les grosses entreprises qui cherchent à se couvrir du risque. Le risque de change notamment. Parce que les entreprises importatrices et exportatrices ont besoin tout le temps de devises, de monnaie nationale, etc. Et pour se protéger contre les fluctuations du marché, elles achètent des contrats sur mesure en fonction de leurs besoins, négociés à l'avance sur ce genre de marché. Après, il existe également des produits de ce type pour les entreprises sur les marchés organisés, mais ils ne seront pas sur mesure, donc potentiellement beaucoup moins avantageux. Mais étant donné que ce ne sont pas des grandes entreprises qui nous écoutent, à ma connaissance du moins, on va vous présenter les marchés organisés sur lesquels on peut acheter des actions, notamment des ETF et d'autres types de produits. Comme les bons du trésor par exemple, qui sont des produits beaucoup plus sûrs que les actions ou que les ETF. Voilà, pour les personnes qui sont plus averses au risque que d'autres. Après, les bons du trésor, ça permet aussi de diversifier son portefeuille. Et ça, on en parlera bien après dans le podcast. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour comprendre comment on fait et qu'est-ce qu'un portefeuille diversifié et pourquoi c'est important. Et étant donné que nous sommes écoutés par des francophones, nous allons vous présenter le gros marché organisé européen. Il s'agit d'Euronext. Donc, Euronext, c'est la principale bourse au niveau européen. Pour investir en tant que particulier, on va y retrouver des actifs financiers comme des obligations, des actions, des ETF. Au niveau de l'échange de devises, donc du forex, ça va être compliqué pour tout ce qui est particulier, c'est un peu plus réservé aux entreprises. Mais le reste des produits financiers que je viens de vous énoncer est suffisant. On ne peut pas accéder à Euronext sans intermédiaire, c'est-à-dire un professionnel qui va s'occuper de passer par vous, de rejoindre Euronext, de placer des ordres à votre place et de vous tenir au courant des plus-values ou des potentielles moins-values. Comme, inter- Comme intermédiaire, on a les banques traditionnelles, les banques physiques, BNP Paribas, etc. On a aussi notamment des banques en ligne qui sont très très avantageuses au niveau des frais. Trade Republic par exemple, ou Direct Bourse. Même Fortuneo aussi. Même Fortuneo, oui, oui. Fortuneo, en termes de tarifs, il me semble que c'est pas loin d'être les meilleurs. Avec Direct Bourse. Le gros avantage des marchés organisés par rapport au marché de gré à gré, c'est qu'il existe un mécanisme de compensation qui est là pour éviter le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, qu'est-ce que c'est ? C'est le risque de ne pas être livré quand on est un acheteur ou de ne jamais recevoir le paiement quand on est un vendeur. De plus, les marchés organisés sont bien plus surveillés que les marchés de gré à gré, même si les marchés de gré à gré sont de plus en plus surveillés aujourd'hui. Et la question que vous vous posez sûrement à l'instant, une fois qu'on vient de vous présenter tout ça, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour investir sur un marché organisé ? Et là, je vais laisser Tony nous répondre, et il va vous présenter le PEA. Même si tous les produits disponibles sur les marchés organisés ne sont pas forcément disponibles à travers le PEA, ça reste quand même un outil d'investissement qu'il ne faut pas négliger. Donc le PEA, ou plan d'épargne en action, c'est une enveloppe d'investissement qui a pour but d'offrir un avantage fiscal.
Après une détention de 5 ans d'un PEA, on obtient une exonération d'impôt. Il existe trois types de PEA. Le PEA classique, plafonné à 150 000 euros. Le PEA PME, qui concerne plus les entreprises, qui va rajouter 75 000 euros à ce plafond de 150 000. Et le PEA jeune, avec un plafond de 20 000 euros, qui passera plus tard à un plafond de 150 000 euros en passant automatiquement sur un PEA classique. Donc pour revenir à l'avantage sur l'exonération d'impôt, détenir un PEA dans lequel on a investi au bout de 5 ans permet d'être réduit au niveau des impôts et au lieu de prendre 30% d'impôt à la fin sur les bénéfices, on prend seulement 17,2%. Donc c'est un avantage à ne surtout pas négliger. L'ouverture d'un PEA peut se faire en banque traditionnelle ou en banque en ligne et il est important de noter que c'est possible de transférer son PEA d'une banque à une autre. Quand on va investir avec ce PEA, on va investir dans des actions, des bons du trésor et des ETF. Sauf que la particularité, c'est que ça touche uniquement un horizon qui est européen. Mais on peut contrecarrer ça avec des ETF qu'on appelle synthétiques, qui vont permettre de retranscrire les performances des ETF américains, mais à l'échelle européenne. Mais Tony, dis-moi, pourquoi est-ce que j'irais investir aux États-Unis plutôt qu'en Europe si j'ai déjà accès à tout le marché européen via mon PEA? Que ce soit au niveau de l'innovation ou même des performances, ce serait bête de se priver d'investir dans des entreprises qui sont américaines. D'autant plus que ça permet une diversification du portefeuille supplémentaire. Et donc même en ayant un PEA qui est européen, en se servant des ETF synthétiques, on peut malgré tout toucher quelque chose de plus mondial, on va dire. Et on peut même investir directement dans l'économie mondiale par le biais d'ETF très spécifiques qui sont les MSCI World. Et en fonction du domaine où on veut investir, on peut trouver un ETF assez facilement. Il existe par exemple des ETF sectoriels, c'est le cas notamment du Dow Jones qui réplique les performances du secteur industriel américain, qui n'aura pas du tout les mêmes performances que le Nasdaq qui lui réplique les performances du secteur technologique aussi américain. Il faut aussi se rappeler que l'horizon d'investissement est déterminant quand on ouvre un PEA. C'est-à-dire que quand on ouvre un PEA, on laisse placer son argent 5 ans, mais on peut aussi ouvrir un compte titre qui celui-ci va être taxé à 30% totalement, mais on peut retirer l'argent quand on veut et investir dans des ETF qui sont cette fois-ci mondiaux et des ETF qui vont être à la fois physiques, synthétiques, capitalisants ou avec des dividendes. Au niveau de la fiscalité, il est important de noter que lorsqu'on ouvre un compte titre, je vais prendre l'exemple de Trade Republic, on obtient un IBAN qui est allemand. C'est-à-dire que même si on fait des bénéfices, à la fin de l'année dans notre déclaration d'impôt, il est important de cocher l'ouverture d'un compte à l'étranger, qu'on ait fait des bénéfices ou non, parce qu'on peut être soumis à une amende allant jusqu'à 2000 euros. On vous parlait à l'instant des ETF, mais la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'un ETF, c'est quoi la différence avec une action, etc. etc. Et nous allons en venir à ce sujet pour vous présenter ce que c'est et pourquoi c'est plus intéressant d'investir dans des ETF quand on débute plutôt que d'investir directement en action. Un ETF, c'est un type de produit financier qui est proposé par des sociétés dont leur fonds de commerce, c'est de proposer ce genre de produit. Le principe d'un ETF, c'est de reproduire un indice financier. Un indice financier, qu'est-ce que c'est ? C'est les performances moyennes du marché en fonction du type de marché que l'on vise. Par exemple, l'ETF Nasdaq réplique les performances de l'indice Nasdaq qui est composé des performances de Apple, Microsoft, Meta, Google, Tesla, SpaceX et toutes les sociétés technologiques américaines. Et acheter un ETF, c'est acheter un bout de portefeuille. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir acheter dans les bonnes proportions des titres de Apple, des titres de Meta, etc. pour pouvoir répliquer soi-même, ça permet de faire ça en achetant un seul type de titre. Donc déjà, ça coûte beaucoup moins cher de le faire par ce biais-là. Et en plus, ça permet d'éliminer le risque spécifique d'un coup. Le risque spécifique, qu'est-ce que c'est ? C'est le risque qu'une société fasse faillite dans son secteur, sans pour autant que les autres soient touchés. Auquel cas, son titre s'écroule, mais l'ETF va certes en prendre un coup,
mais ne va pas s'écrouler pour autant. Et Tony, il a une métaphore qui est assez, assez sympathique pour bien comprendre ce qu'est un ETF. Je vais le laisser vous la présenter parce que... C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de Noël. Quand vous achetez une boîte de chocolat, une boîte célébration, on la connaît tous, où il y a plein de types de chocolat différents. Il y en a, disons, une quinzaine. Quand on achète cette boîte, on achète une boîte avec plein de petits chocolats qui sont mélangés. Et on va dire que la boîte coûte 10 euros. Je prends un exemple comme ça. Si on devait acheter chaque chocolat, un paquet entier de chaque chocolat, on aurait des quantités de un énormes et de 2 qui sont hors budget parce que ça nous coûterait 3 ou 4 fois le prix. Et en fait, un ETF, c'est ça. Si on achète un lot, euh, là j'ai parlé des chocolats, mais un lot de chocolat qui au final est très diversifié, on en a pour tous les goûts, on a de toutes les sortes, et qui au final nous revient moins cher, et qui en plus, cette diversification nous permet d'être plus sécurisé, de diminuer le risque. Les sociétés qui créent les ETF, elles le font pas bénévolement, ça vous vous en doutez, mais elles ont des frais applicables à la détention des ETF qui sont très bas. Je vais prendre l'exemple d'Amundi par exemple. La plupart des ETF, euh, les frais annuels sont à 0,3% du montant total de l'investissement, ce qui est vraiment très peu comparé à d'autres produits financiers. Surtout lorsque ce type de produit financier peut permettre de faire jusqu'à entre 10 et 20% par an en fonction de l'ETF choisi et de si l'année est bonne ou pas. Tony en parlait un peu précédemment, mais il existe plusieurs types d'ETF et il va vous les présenter, mais certains peuvent être bien plus rentables que d'autres. Donc on a deux grands types, deux grandes familles d'ETF. La première famille, c'est les ETF qui sont distribuants et capitalisants. Et la deuxième famille, qui sont les ETF physiques et synthétiques. On va commencer par les physiques et les synthétiques. Alors quand on prend un ETF à réplication physique, on va acheter directement les titres qui composent l'indice via cet ETF. Cette méthode est considérée comme l'une des plus sécurisées pour l'investisseur car les émetteurs sont plus solides. Et on parlait du PEA tout à l'heure, il y a bien sûr une méthode pour contourner le milieu européen du PEA, c'est acheter des ETF synthétiques. C'est-à-dire qu'on va répliquer les performances des firmes qui sont par exemple aux États-Unis avec des firmes qui sont très similaires au niveau européen. Mais c'est un peu moins sécurisé car les émetteurs peuvent cependant être un peu moins solides même si les performances sont très similaires. La seconde grande famille, c'est les ETF capitalisants et distribuants. C'est assez simple. En fait, des ETF distribuants vont faire que vous allez recevoir des dividendes. Ça peut être semestriellement, ça peut être annuellement, ça varie selon les ETF. Et du coup, ces dividendes sont imposables. Quand on prend un ETF capitalisant, les dividendes vont être directement réinvestis, ce qui nous permet de profiter un peu plus de l'effet de levier et d'avoir à la fin de l'année des performances qui sont bien meilleures. Je fais une brève parenthèse sur l'effet de levier. L'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple lorsqu'on a un indice, peu importe lequel, et qu'on veut faire un x2 sur cet indice, sur ses performances. Alors, c'est possible de le faire par le biais d'un ETF. Il existe notamment le PUST-PA sur le PEA qui permet un effet de levier x2 sur le Nasdaq. Et l'effet de levier c'est bien, mais ça rend l'ETF beaucoup plus risqué. C'est-à-dire que lorsque l'indice de base, donc le sous-jacent, fait une performance, la performance est multipliée par x2 en l'occurrence, mais ça peut être un x5 en fonction de ce qui est choisi. Mais lorsqu'il baisse, c'est également x5 sur la baisse. Donc il y a plus de risque de perdre en capital. Après, lorsque on gagne aussi beaucoup plus. Et après, ce type d'ETF, il est quand même très déconseillé aux débutants parce que il y a, comme je viens de le dire, des forts risques de perte en capital, assez grosses, et en plus, il faut bien gérer son compte de marge. On fera une parenthèse, pas sur ce podcast-là, parce que là, on rentre dans des détails techniques sur le compte de marge, mais je vous laisse vous renseigner si vous voulez à tout prix savoir ce que c'est tout de suite. Donc il existe une multitude de stratégies d'investissement avec les ETF. Il existe tout type d'ETF, c'est-à-dire qu'on a des ETF sur les 500 plus grandes compagnies, les 500 plus grandes firmes américaines. On a des ETF par thème, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, etc. On a même des ETF sur la crypto-monnaie, ETF Bitcoin par exemple. On a des ETF sur les marchés émergents.
on a des ETF sur un peu tout en fait. Des ETF à effet de levier, comme on l'a dit précédemment. Et le choix de ces ETF et la diversification qu'on va en faire, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire du risque que vous êtes prêt à prendre et de l'horizon temporel d'investissement. Si vous êtes un investisseur qui veut une gestion passive de son patrimoine et qui a une vision long terme, alors les ETF Core sont les ETF qui sont faits pour vous. Qu'est-ce qu'un ETF Core? Donc Core, C-O-R-E, si jamais vous voulez aller regarder ensuite. Un ETF Core, c'est un ETF qui a des frais de gestion très bas, de l'ordre de 0,1% par an, et qui réplique des stratégies vraiment passives où c'est juste un suivi d'indices financiers classiques comme le S&P 500 par exemple. Avec ce genre d'ETF, il ne reste quasiment que le risque de marché au final. Le risque de marché, c'est juste que le marché complet s'écroule, ce qui est peu probable, mais qui n'est pas improbable non plus. Donc, faut pas oublier que nous ne sommes pas des conseillers d'investissement, mais nous présentons les différents types de produits. Et donc, les ETF, ça permet de diversifier son portefeuille. Mais pourquoi est-ce que c'est important de diversifier son portefeuille? La diversification, ça permet d'éliminer au maximum le risque, pour qu'au final, il ne reste que le risque de marché. Si on achète des actions, par exemple, ou des bons du trésor, alors on a un risque inhérent aux produits financiers qui est bien plus important que lorsqu'on achète un ETF. Pour les bons du trésor, ça peut être moins risqué qu'un ETF, mais le rendement est moindre. D'autant plus que ça dépend du pays émetteur. C'est-à-dire que si vous achetez un bon du trésor argentin, donc un bon du trésor de l'Argentine, je donne pas cher de votre patrimoine. Autrement dit, il ne faut pas regarder que le rendement espéré, parce que le rendement espéré, on n'est même pas sûr que ce soit le rendement véridique, mais il faut plutôt regarder qu'est-ce qu'en pensent les professionnels. C'est-à-dire qu'il existe des agences de notation, je pense à Moody's par exemple, qui notent les sociétés, les pays, etc. en fonction de la qualité de leur bon du trésor. Et ça, c'est important de regarder cette notation pour savoir justement le risque inhérent à l'émetteur. Donc un émetteur qui a plus de risques de défaut va avoir une note moins bonne. Et c'est pour ça par exemple que l'Allemagne est notée triple A par la société S&P et par la société Moody's, que la France est AA-. Donc ça veut dire que on est un moins bon émetteur que l'Allemagne, mais ça veut dire aussi que les intérêts qu'on nous demande seront bien plus forts. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué quand notre score baisse, et que c'est toujours une mauvaise nouvelle en fait. Et la diversification permet justement d'éliminer totalement le risque inhérent à l'émetteur, comme je l'ai dit juste avant, et grâce à ça, de réduire le risque associé à votre portefeuille. Un portefeuille très peu diversifié, c'est un portefeuille qui a des chances de chuter. Mais c'est aussi un portefeuille qui peut avoir des performances hors normes en fonction de la réussite ou non des actifs financiers qui le composent. Autrement dit, un actif qui a beaucoup de rendement, c'est aussi un actif qui est très risqué. Et pour des personnes débutantes, on déconseille d'aller vers ce genre d'actif. Parce que c'est un risque de perdre son capital. On espère que ce podcast vous a permis d'y voir un peu plus clair dans les marchés financiers, comment est-ce que c'est organisé, pourquoi ça marche comme ça, et que vous avez réussi à comprendre les différents types d'actifs financiers. On reviendra sur les autres types d'actifs financiers tels que les obligations, les bons du trésor et les autres dans des podcasts prochains. Merci de nous avoir écoutés et on se revoit très vite pour le 3e épisode.